Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro des Face à l'actualité de 2023. Bonne année, meilleurs vœux de santé, succès, prospérité. C'est un plaisir de vous savoir toujours nombreux qui nous regardez sur toutes nos plateformes de Tambour Matin. Il avait promis de créer des millionnaires. Le président Félix Tshisekedi va-t-il tenir parole? On est à moins d'une année des élections générales au pays et donc de la fin de son premier mandat présidentiel. Qu'en est-il, n'est-ce pas, de ces fonds qui ont été remis récemment aux jeunes par le FOGEC, où l'on a retrouvé une délégation du Kasaï oriental? Est-ce les débuts de la création des millionnaires ou un autre processus? Nous allons, au cours de cette première émission de l'année, parler développement, parler entrepreneuriat, mais également politique. Notre invité, c'est un acteur que vous connaissez très bien, qui est déjà passé plusieurs fois dans nos émissions. Et c'est la deuxième fois que nous le recevons dans sa nouvelle casquette d'autorité publique. Il s'agit de M. Paulin Tshibangou, qui est commissaire général du gouvernement provincial du Kasaï oriental en charge de l'entrepreneuriat. C'est avec lui que nous allons évoquer toutes ces questions. M. Paulin, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Arsène, merci. Alors, vous me permettez pour commencer de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Merci beaucoup. Dans l'espoir que 2023 va apporter au Kasaï oriental plus d'entrepreneurs, plus des millionnaires également, parce que c'est notre souhait. Merci beaucoup et pareillement pour les souhaits. D'accord. Alors, M. Paulin, vous revenez de Kinshasa, où vous avez pris part à la cérémonie de remise officielle de chèques par le FOGEC, qui est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est la deuxième série ou la deuxième cohorte des jeunes entrepreneurs qui reçoivent. Et pour cette deuxième série, le Kasaï oriental a été valablement représenté avec plus de 5 entrepreneurs. Vous allez nous donner plus de détails. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi le FOGEC? Est-ce une banque? Est-ce une institution publique? L'argent que les jeunes entrepreneurs ont reçu, est-ce une subvention, un crédit? Comment tout cela s'articule? Merci beaucoup, M. Arsène, de nous accorder quand même cette opportunité de communiquer avec les Est-Kassaïens et tous les Congolais qui nous suivent partout ailleurs au travers votre micro avec Tambour Matin. Pour répondre à votre question, je profite d'abord aussi de cette opportunité, souhaiter bonne année de 2023 à tous les Est-Kassaïens qui me connaissent, ceux qui sont en tout cas à la juridiction de son Excellence Patrick Mathias, Kabé Machabidi, et recevez nos voeux. Pour répondre à la question, FOGEC n'est pas une banque. FOGEC, c'est un établissement public qui a été créé afin de renforcer la vision du chef de l'État qui estimait qu'il fallait créer des millionnaires en dehors de ce que nous avons comme richesse du sous-sol, soit les minéraux. C'est ça même l'existence et l'importance qui a été attachée à l'entrepreneuriat. FOGEC vient que rejoindre des autres établissements qui ont été créés avant, en fait de renforcer la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons un programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo qui s'appelle PRONADEC en cycle. Et PRONADEC est piloté par 3 C. Le premier C, c'est la capacitation, qui est aujourd'hui la capacitation, la formation sous la tutelle de l'ANADEC, ancien OPEC. Deuxième C, c'est le FOGEC. Le FOGEC, c'est le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. C'est ça le deuxième C. Pourquoi le deuxième C? Parce qu'il y avait un problème avec les banques commerciales où les entrepreneurs congolais ne pouvaient pas accéder au crédit sans qu'il y ait un cash. Maintenant, FOGEC vient résoudre les problèmes de garantie auprès des banques commerciales. Si vous avez votre projet qui est bancable, excitant, vous allez chez ANADEC, ANADEC qui va faire d'abord la première expertise pour pouvoir contrôler la conformité par rapport aux normes
exigé, dès lors que l'ANADEC lève l'option que les projets peuvent être financés, il transmet les dossiers chez FOGEC et FOGEC finance. FOGEC finance, ce n'est pas une subvention. Il y a des cas où il y aura des subventions, mais les cas sous examen, c'est un prêt, mais de 3 ans, avec un taux d'intérêt de 5%. Ce qui ne peut pas être dans une banque commerciale. Vous comprenez qu'on est tenté d'accompagner les Congolais, afin que ces derniers puissent se sentir sécurisés par le gouvernement et que la République démocratique du Congo leur donne un terrain favorable de pouvoir aussi exploiter leur nation dans ce qu'ils ont comme domaine, afin que cela profite à l'économie de notre pays. Parce que les soucis majeurs du président de la République est qu'à travers PRONADEC, on lutte contre le chômage et la pauvreté. Les 7, là je suis en train de préciser sur le nombre d'entrepreneurs que j'avais à mener à Kinshasa pour les financements. Ils étaient au nombre de 7. Avec les 7, si nous faisons un calcul aussi qui ne doit pas nous demander trop plus de gymnastique, prenons que chaque entrepreneur doit pouvoir engager 5 personnes avec les fonds qu'ils ont reçus des FOGEC. C'est-à-dire qu'on aura déjà à résoudre 35 cas de chômage. Et ces gens auront leur salaire mensuel, et ils vont payer les hyper pour la République, et le trésor public est alimenté, ils ont des taxes qu'ils vont payer, les impôts qu'ils vont payer. Ça, c'est déjà un avantage pour les trésors publics provincial et aussi national. Et pendant 3 ans, ils vont faire le même exercice de payer les impôts et les taxes. Et cela va profiter à la République. Et de leur côté aussi, ils vont pouvoir comprendre que les gouvernements, ou soit la République est en train de les accompagner, de leur booster afin d'atteindre ce que le président de la République leur avait déjà annoncé, qu'il va faire de la classe moyenne des millionnaires. Et c'est sur ces chantiers-là que nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État et que FOGEC a été mise en place et FOGEC est en train de faire déjà son travail. C'est la deuxième, il y aura une 3e cohorte, c'est-à-dire ça sera ainsi jusqu'à la fin de l'année. Il y aura toujours un mouvement des entrepreneurs du Kasaï oriental qui monteront pour aller prendre leur chèque, les financements, afin de venir travailler au niveau de la province du Kasaï oriental. Ah d'accord, alors parce que vous avez pris part à la cérémonie de remise officielle pour cette 2e cohorte, de manière globale, à travers le pays, il y avait combien d'entrepreneurs qui ont été appuyés? Et l'enveloppe globale pour cette 2e cohorte est évaluée à combien? Il y avait 56 entrepreneurs venant des 4 provinces. Il y avait la province de l'Équateur, il y avait la province du Kasaï oriental, il y avait la province de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, et puis il y avait la province du Nord Kivu. C'est-à-dire qu'il y avait 4 provinces avec 56 entrepreneurs. Et l'enveloppe était à la hauteur de 782 000 $ pour l'ensemble des 56. Et pour le Kasaï oriental, nos entrepreneurs amènent combien? Et pour les entrepreneurs du Kasaï oriental, ils amènent au-delà de 100 000. C'est-à-dire entre 182 950, si j'ai une bonne mémoire, ou soit 192 950. C'est-à-dire, c'est ça l'enveloppe qui nous a été répartie pour la 2e cohorte. Et quels sont les projets qui ont été financés? Quel type de projet le FOGEC finance? Bon, le FOGEC finance presque tous les secteurs de la vie, mais un projet qui doit être très bien sécurisé et qui profite à l'environnement. C'est-à-dire le souci est de pouvoir booster la classe moyenne. Et si cette classe moyenne a une vision claire pour accompagner les chefs de l'État dans un secteur X ou Y, et que son projet est beaucoup plus bien pourfourni par les porteurs, et que cela trouve l'intérêt pour l'intérêt général, le FOGEC finance. Il n'y a pas de projets qui sont déterminés au financement de FOGEC, parce que FOGEC a été là pour l'ensemble du territoire national à financer tous les projets. Mais à ce qui concerne les premiers financements pour la province du Kasaï oriental, il y a eu l'agriculture, il y a eu la transformation, il y a eu
l'élevage, il y a eu les transports, et il y a eu, c'est-à-dire l'agriculture à quatre projets. Il y a les transports, ça fait 5, et puis l'élevage, ça fait 6, et puis les transports, ça fait 7. Depuis que vous êtes à la tête de ce portefeuille du gouvernement provincial, il y a 6 mois, Oui, il y a 6 mois. vous vous battez pour ramener des financements dans la province, pour que les entrepreneurs du Kasaï oriental puissent être appuyés et que le programme dans lequel vous inscrivez, celui du gouverneur Patrick Mathias, puisse finalement être implémenté sur terrain. Alors, mais cette question, je vous l'avais posée, vous le permettez que je la repose encore aujourd'hui. Généralement, lorsqu'il y a ce genre d'opportunités, lorsque les autorités se battent pour arracher des financements, c'est ça pour leurs proches ou pour eux-mêmes. Dans les 7 entrepreneurs, vous avez combien de jeunes frères, combien de beaux-frères, combien de vos proches ont arraché le financement, ou vous-même indirectement à travers un petit à vous? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente que je dois répondre sans pourtant aller parler de la cuillère. Je commence d'abord par mon cabinet. Informez-vous, M. Arsène, j'ai 7 membres au cabinet, aucun membre de ma famille. C'est de là où nous pouvons partir, avant que je réponde à votre question. Vous n'avez au cabinet aucune petite sœur? Je n'ai aucun membre de ma famille à mon cabinet. Informez-vous. J'ai pris, le parti m'a donné les quotas et ils m'ont envoyé les gens. C'est-à-dire j'ai pris les gens sur base des critères que j'avais posés pour m'accompagner. Parce que vous savez, il y a un philosophe qui a dit, dès lors que vous échouez avec la planification, c'est-à-dire vous faites le lit de votre échec. D'où, si le casting est bien monté, vous allez réussir. Si aujourd'hui nous sommes en train de briller sur ce que nous sommes en train de faire, parce que j'ai un bon casting qui a été monté. Ça c'est un. Et deux, dans les 7 entrepreneurs, il n'y a aucun membre de ma famille, il n'y a aucun membre de mon parti. Ce sont les entrepreneurs de la province du Kasaï oriental qui avaient des projets bancables, qui avaient des projets qui nécessitaient un financement pour l'intérêt général. Je ne suis pas de cette classe-là politique, de pouvoir se baser sur l'intérêt particulier tout en jouant, en faisant un jeu personnel. Non. Je n'aime pas cette pratique de la médiocrité. Vous comprenez? Parce que nous voulons et nous devons booster les mérites, nous devons booster la méritocratie par rapport à cette nouvelle classe politique, afin que les générations futures marchent sur ce que nous sommes en train de mettre en place. Je vous dis, renseignez-vous, parmi les 7, ils vont venir, il y a 3 qui arrivent aujourd'hui et les 4 vont venir la semaine prochaine. Vous allez les contacter. Et je vous avais dit autrefois à l'émission à la FEDEM qu'il n'y aura pas des membres de famille, il n'y aura pas les membres des partis politiques, ce sont des entrepreneurs qui seront financés. Et ça a été fait et l'argent quitte du compte des FOGEC directement à leur compte. Il n'y a pas la rétrocommission. C'est-à-dire... Tout passe par la banque. Non, ça passe par la banque. C'est-à-dire ce n'est pas au comptant. C'est-à-dire ça passe par la banque. C'est-à-dire l'argent quitte d'un compte FOGEC de notre compte entrepreneur, sans pourtant passer par les commissaires généraux en charge de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire il y a beaucoup plus la traçabilité des opérations qui doivent quand même s'étaler et se baser sur les valeurs républicaines que nous prenons, que les chefs de l'État est tenté de prôner, et non sur la médiocrité. Il y a un autre projet, celui-là il est plus grand que ce que le FOGEC est en train de faire, c'est Transform, oui, dont on parle beaucoup depuis quelques mois maintenant, et que pour cette deuxième phase, il y a 300 millions de dollars qui sont mis en jeu et que le Kasaï oriental, la ville de Mbujimaï fait partie des villes choisies. On en est où avec le Transform? Ah, merci beaucoup. Peut-être nous allons très bien danser dans l'année 2023. Pourquoi? Parce que la mise en œuvre du projet Transform sera effective au mois de février. On a déjà tous les documents. On a déjà tous les documents possibles. Parce que le projet Transform a été monté à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était un don de 300 millions, un don de 150 millions qui a été offert à la République démocratique du Congo par la Banque mondiale.
c'est-à-dire l'Association internationale des développements, qui est pilotée par la Banque mondiale. Et l'autre 150 millions, c'était un prêt. La République démocratique du Congo a accepté le prêt et cette enveloppe fait 300 millions. Il a fallu qu'il y ait un exercice juridique, c'est-à-dire au niveau du Parlement, ce qui a été fait. Le président de la République a pris l'ordonnance pour d'abord accepter les dons de 150 millions. Et il a fallu que les 150 autres millions, comme c'est la République démocratique du Congo qui accepte ces prêts de 150, ça doit passer par la ratification dans les parlements, les deux chambres. Et la question a été débattue à l'Assemblée nationale. Vous avez vu dernièrement, j'avais fait les déplacements avec Kinshasa pour suivre ça. J'ai contacté les présidents de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale. J'ai vu les secrétaires généraux du gouvernement, j'ai vu les ministres des Finances. C'était pour que les délais qui a été accordé par la République démocratique du Congo, par la Banque mondiale, puissent être respectés pour la mise en œuvre. Et c'est ce qui a été fait. Et le Sénat qui a aussi accepté les projets et le président de la République a pris une loi, publiée même déjà dans les journaux officiels. Et la Banque mondiale avait écrit maintenant au ministre des Finances, qui est le ministre qui pilote au niveau de l'Afrique centrale, pour dire que maintenant rien n'arrête la mise en œuvre. C'est comme ça. Avec la mission de PADEMPME qui actuellement est transforme, ici chez nous, en Bujimaï, au Kassai oriental, ils ont compris que l'écosystème entrepreneurial a été très bien préparé par le gouvernement Patrick Mathias Kabé Machabidi. Et les choix qui a été opéré pour que les lancements puissent avoir lié ici chez nous en Bujimaï, ce n'était pas un choix au hasard parce qu'ils ont compris que le travail a été fait et que la population est-kassaïenne était très bien préparée pour accueillir les projets Transform. C'est un honneur pour nous, le gouvernement Patrick Mathias, parce que la Banque mondiale a trouvé en nous du sérieux par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, accepter que ça soit chez nous en Bujimaï et qu'on m'a contacté directement par la Banque mondiale pour pouvoir donner les lieux où peut abriter cette manifestation de lancement, moi je m'estime heureux et je me dis, c'est un arbre que j'ai planté dans mon passage dans le gouvernement provincial qui portera des fruits à la longue et je ne serai pas vécu inutilement. Est-ce que les entrepreneurs continuent de vous transmettre leurs projets? Non, on ne transmet pas les projets, mais les gens doivent nécessairement formaliser leurs entreprises afin qu'ils soient éligibles. Parce que les sous-bassements, en tout cas de la sélection pour être éligible, c'est avoir un sous-bassement juridique. Les sous-bassements juridiques, quand vous êtes un entrepreneur, vous devez avoir un numéro RCSM qui demande juste la déclaration auprès du guichet unique. C'est gratuit, on ne donne pas l'argent. Et la deuxième catégorie, ce sont des établissements ou des personnes physiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir un numéro RCSM, un numéro d'identification nationale et un numéro impôt. Là, c'est 30 $, ça ne coûte rien. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes morales, des PME. En tout cas, il faut avoir un numéro RCSM, un numéro d'identification nationale, un numéro impôt, ajouter l'affiliation à l'INPP, l'affiliation à la CNSS, et puis l'attestation aussi de l'environnement. Vous êtes éligible. Là, vous êtes éligible avec le projet Transform et vous bénéficiez pour la mise en œuvre parce que l'objectif, c'est de stabiliser notre économie qui doit partir de la classe moyenne. C'est ça même l'objectif poursuivi par le projet Pronadec. Parce que tout entre dans les Pronadec. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sortis des Pronadec. Nous ne sommes que dans les Pronadec. Qui est le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. C'est ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sortis de ces cadres-là. Et c'est ces cadres-là qui nous régissent. Et aujourd'hui, moi, en tant que les grands C au niveau de la province, je suis en train de piloter les 3 C à ma disponibilité, à ma disposition, afin que cela puisse être totalement vécu et puis mis en œuvre pour que la province du Kassai oriental puisse se rayonner dans le secteur entrepreneurial. Vous avez récemment dit que sur le 300 millions, vous vous battez pour que le Kassai oriental ramène au moins 5 millions $, ouais. Ce qui serait une très bonne chose en termes de la promotion de la classe moyenne, parce que cet argent va circuler dans la population. Mais est-ce qu'à quelques semaines du lancement officiel de ce programme,
vous avez l'impression que les jeunes entrepreneurs du Kasaï oriental se sont appropriés, et les femmes aussi, parce que ça concerne également. Oui, parce qu'au départ, ce qui était formalisé était moins de 500. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis, nous sommes déjà à 1788 personnes formalisées. C'est-à-dire j'ai déjà 1780 entrepreneurs qui doivent soumissionner les projets. Déjà, c'est au départ. Quand vous allez maintenant jeter un coup d'œil, il y a ceux-là qui demandent plus. Et on peut déjà nager dans les quelques millions. Mais l'objectif est d'atteindre 100 millions. Et pour atteindre, il faut encore beaucoup plus de la campagne, sensibiliser ceux qui sont encore en retard, ceux qui dorment encore de se réveiller et faire. C'est un travail collectif. L'ensemble du gouvernement est dirigé par l'excellence Patrick Mathias. Nous nous battons pour que cela puisse se réaliser. Parce que ça va de notre intérêt, nous, la province du Kasaï oriental, et ça va aussi de notre crédibilité en tant que gouvernement provincial, où il y a un contrat social qui nous a été déposé et nous avons des réponses politiques. Et ces réponses politiques vont être à des niveaux. C'est la réponse politique et la réponse sociale. La politique résout les questions qui sont juridiquement établies et dès lors que ce qui est juridiquement établi doit maintenant se métamorphoser maintenant en social parce qu'il y a maintenant les questions qui doivent être résolues aisément parce que l'argent va circuler, c'est comme ça que nous allons répondre à des niveaux. Et c'est au travers cette vision que le gouvernement sera pris au sérieux. Et notre objectif, le gouvernement Patrick Mathias, nous battons pour que cela puisse être une réalité et non un rêve. Monsieur Paulin, nous poursuivons cet entretien de Face à l'actualité qui d'ailleurs va très rapidement virer dans sa deuxième partie, qui va être très politique. Mais j'aimerais juste vous poser cette question. Est-ce qu'à cette allure, avez-vous vraiment l'impression que la promesse faite par le président, celle de faire des millionnaires, sera tenue d'ici avant la fin de son premier mandat? Oui, déjà, il y a déjà des millionnaires parce que dans sa communication, le 30 novembre, dans la salle du congrès du Palais du Peuple, il a dit qu'il y a déjà des millionnaires, mais il doit beaucoup plus encore intensifier les efforts afin que cela soit réellement total sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Non, mais l'homme a lié ses paroles aux actes. Et nous avançons. Je sais bien que d'ici la fin de l'année, avant qu'on aille aux élections le 20 décembre 2023, il y aura encore des millionnaires ici chez nous, au Kasaï oriental, pas ailleurs. En politique, parce que vous êtes un acteur politique très actif, même si depuis que vous avez les charges publiques, vous n'êtes pas trop sur terrain, mais on vous connaît comme cadre de l'UNC, responsable d'ailleurs au niveau de la région, du Kasaï oriental. Au sein de l'UNC, êtes-vous de l'Union sacrée, de l'opposition, ou vous ne vous êtes pas encore décidé si vous allez rester membre de l'Union sacrée ou vous allez faire l'opposition au président Tshisekedi? Non, mais, M. Arsène, pour ne plus beaucoup plus aller en profondeur, mais je peux frôler sur ce qu'il nous dit. Vous savez que nous avons un accord qu'on a signé à Nairobi avant les élections de 2018. Et cet accord aujourd'hui, avec la signature de deux personnalités, le président Tshisekedi, qui était le président du parti UDPS, et le président Kamere, qui était le président du parti INC. Kash est arrivé au pouvoir, l'accord est là. Si nous pouvons revenir à l'accord, il n'y a que les deux personnalités qui peuvent l'amender ou soit mettre fin. Ce n'est pas moi, Paulin Tshibangoumbonga, moi encore le secrétaire général de l'UDPS ou soit le secrétaire général de l'INC qui peuvent réviser certaines dispositions de cet accord. Ça, c'est une question qui relève que de la compétence des deux acteurs politiques. Ça, je mets à côté. L'union sacrée est que la fille est née du cash. Parce que l'autorité morale du cash, c'est le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'autorité morale de l'Union sacrée, c'est l'actuel président. Pourquoi j'ai dit que l'Union sacrée, la fille est née du cash? Parce que la personne qui a mis en place l'Union sacrée, c'est l'autorité morale du cash. Or, cash, au départ, était que
des partis politiques. C'est-à-dire nous, UNC, avec l'IDPS, nous sommes les parents de l'union sacrée. Ce qui veut dire que nous sommes totalement union sacrée. Et pour dire que nous sommes de l'opposition, non. Parce que là, nous gérons avec le président de la République. Il y a les ministres dans le gouvernement, il y a des conseillers au cabinet du président de la République. C'est-à-dire, nous gérons ensemble avec le président, notre allié depuis 2018. À ce qui concerne la candidature de notre allié au deuxième mandat, je reviens pour vous dire, ça relève que de la compétence des deux personnalités qui avaient apposé leur signature en 2018 à Nairobi. Nous, cadres de l'UNC, nous attendons notre guide qui nous dise voilà ce que nous devons faire. Mais l'organe suprême qui doit pouvoir nous orienter, c'est le congrès du parti. Et nous attendons que ce congrès soit convoqué par la direction politique nationale, qui est la gestion, qui a la gestion quotidienne du parti, afin que nous puissions lever l'option de dire nous devons encore soutenir l'actuel président de la République, comme il a commencé un chantier, nous devons l'accompagner, déterminer sa vision, à faire des Congolais des millionnaires. C'est à ce moment-là que nous pouvons encore revoir si un autre accord qui peut aussi nous amener au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. La question et le débat à ce niveau, ça relève que de notre autorité et de l'autorité du chef de l'État. Le chef de l'État, parce que vous parlez de lui, vient de quitter le Kasaï oriental après un séjour de plus de 4 jours. Il a passé la Saint-Sylvestre avec la population de cette province qui place en lui sa confiance de manière totale et qui a plusieurs attentes également. Quelle perception vous avez de son action, que ce soit au niveau du Kasaï oriental et surtout au niveau global? Le président Tshisekedi, il est très critiqué au sein de l'opposition d'abord, mais aussi au sein de l'opinion, surtout à cause de la guerre de l'Est, mais aussi de tous ces scandales de détournement, des corruptions à gauche, à droite. Sincèrement, vous pensez vraiment que le président Tshisekedi a mis le pays dans la bonne trajectoire? Ok, écoutez, monsieur Arsène, il faut être peut-être aveugle pour ne pas voir ce que le président est en train de faire. Je parle d'abord de la province du Kasaï oriental, parce que le respect bien ordonné commence par soi-même. La province du Kasaï oriental a connu 18 ans de sécheresse. Et cette province était dans les gouffres. L'avènement du président Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo a donné l'espoir à la province du Kasaï oriental. On devrait aussi connaître une alternance à presque tous les niveaux de la vie de la province. Aujourd'hui, la province du Kasaï oriental est en chantier. C'est un chantier et nous disons d'ici la fin de l'année, la province va revêtir d'une nouvelle robe sur ce qui doit être fait. S'il a passé la fête de la Saint-Sylvestre avec nous, c'était au moins de s'enquérir de tout ce qu'il est tenté de faire comme effort, président de la République, dans l'ensemble du territoire national, et particulièrement dans la province du Kasaï oriental, qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ce qu'il est en train de pouvoir envisager à faire. Est-ce que nous avançons, nous sommes en train de patauger, ou bien il faut encore faire des efforts pour que nous puissions atteindre ce que nous voulons. Mais ce que j'ai aimé, ce sont ces paroles sorties de sa bouche quand nous nous sommes retrouvés au centre communautaire de Kabé-Kamwanga du docteur Etienne Tshisekedi Omulumba. Il parle au ministre national Robota, moi j'étais là avec Sadir Kaba, et dit, vous voyez qu'il faut faire des trucs comme ça dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Mais comme c'est la province du Kasaï oriental, maintenant il faut aller dans la province, dans les camps Bandundu. Ça, ce sont les instructions que le chef de l'État est en train de donner au ministre Robot. J'étais là présent et ça frappait mes tympans. Je ne l'ai pas appris chez quelqu'un autre, moi-même présent. Avec cette volonté des choses, vous comprenez, il n'a pas parlé seulement de l'espèce Kankasai, il dit l'écran Bandundu. Or, l'écran Bandundu, avec le découpage, il y a aussi d'autres provinces, c'est-à-dire ça doit être fait ainsi. La personne qui a la vision du développement de l'ensemble du territoire national, il mérite beaucoup plus de respect et il mérite vraiment notre accompagnement.
Et si je peux prendre maintenant la République démocratique du Congo en général, non, il faut faire les tours pour comprendre que l'homme est en train de travailler. On a trouvé, après 18 ans du régime passé, les pays qui étaient dans les gouffres. Aujourd'hui, nous avons un budget à la hauteur de 16 milliards de dollars, ce qui n'a jamais existé dans cette République. On dit que ce ne sont que des chiffres. Non, ce sont des chiffres parce que... De manière politique pour plaire, non, ce n'est dans pas, les faits... Non, ce n'est pas pour plaire. Aujourd'hui, avec la réforme de l'administration publique, avec tout ce qui est en train d'être fait, vous sentez que l'administration publique est en train vraiment de prendre un élan pour accompagner la République démocratique du Congo à avoir une administration assise. Parce que si l'administration est biaisée, si l'administration est en perte de vitesse, nous ne pouvons pas parler du développement d'une nation. Vous comprenez? C'est-à-dire l'administration est l'élément, c'est-à-dire l'instrument qui doit pouvoir donner au président de la République le souffle de comment la République est gérée. Coup de chapeau en passant au VPM de la fonction publique avec les efforts qu'il est en train de faire. Et tout cela, c'est sous l'impulsion du président de la République. Qu'est-ce que vous voulez que l'homme fasse? Qu'est-ce que vous voulez que l'homme fasse afin que ce qui a été fait pendant 18 ans soit être fait pendant 5 ans? Non, il mérite encore un autre mandat. Pourquoi? Parce qu'il a une vision claire. Je ne l'appelle pas béton, moi je l'appelle Fati Fondation. Parce qu'il est en train de poser des fondations qui doivent être une fondation stable pour le développement, que les géants en République démocratique du Congo puissent en tout cas prendre sa place au niveau de l'Afrique centrale et dans l'Afrique tout entière. Moi je me dis, le président Tshisekedi, s'il est bien entouré des personnes qui ont les mêmes soucis que lui, la République démocratique du Congo connaîtra son essor dans tous les domaines. Actuellement, est-il bien ou mal entouré? Non, il est mal entouré parce que les gens qui bénéficient de sa confiance ne sont pas dans sa vision. Vous comprenez? Et prenons l'exemple de tout ce qui a été dit pendant son séjour ici. La construction de l'université officielle de Mbujimayi, la route de Kananga-Mbujimayi. Il y a eu beaucoup de non-dits que lui-même a découvert sur place. Nous attendons, il est le garant de toutes les institutions de la République, il est le chef de l'État. C'est à lui de voir qu'est-ce qu'il doit réellement faire pour que des erreurs que nous avions connues hier ne puissent pas se répéter encore demain. Et le lendemain, quand il aura à avoir le deuxième mandat, où nous sommes en train de nous mobiliser pour qu'il puisse en avoir. Et de là, s'il est entouré de bonnes personnes qui sont dans la vision, qui sont dans sa vision, en tout cas, je sais bien que les 5 autres honneurs qui doivent venir, ça sera le réveil du géant République démocratique du Congo. Monsieur Paulin, parce que vous avez parlé du président de la République, il sera, en tout cas, si on s'en tient à la configuration actuelle de l'arène politique congolaise, il fera face probablement en décembre 2023 à des challengers pas les moindres, comme Kabila Joseph, l'ancien président, même s'il ne peut pas être juridiquement candidat président de la République, mais comme ancien président, il va certainement soutenir un autre candidat. Il y aura Moïse Katumbi, il y aura Muzito, Mukwege, Muyambo, Delis et Sanga. Pensez-vous que le président Tshisekedi peut, avec Kamere, Bemba, l'emporter sans passer par la tricherie? Ok. Je peux répondre pour dire que, allons-y d'abord sur le plan structurel de tous les partis politiques, des têtes que vous venez de citer. Leurs partis ne sont pas mieux implantés plus que l'UNC, l'UDPS et l'MLC de Jean-Pierre Bemba, qui sont les alliés de l'actuel président de la République. En commençant par l'UNC, mon parti, nous sommes dans toutes les 26 provinces et dans tous les 145 territoires et voire même les villes. C'est déjà une force politique pour le président Tshisekedi. L'UDPS, même. Vous comprenez? Il y a des alliés qui ne sont pas aussi les moindres, avec des partis politiques qui peuvent prendre 2, 3, 4, 5 députés tout autour
de l'actuel président de la République. Je ne vois pas un parti comme l'Envol, un parti comme l'Ensemble pour la République, un parti comme, je ne sais pas, SCODE, tenir devant des grands partis politiques les mieux implantés de la République. Cela veut dire tout simplement, ils veulent toujours se faire du show politique pour se faire entendre. Mais la base est réelle, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas pourquoi? Parce que cette République a besoin aussi de nouvelles têtes avec une nouvelle énergie. Mouyambou, Katumbi et les autres, j'en passe, ils n'ont plus encore la crédibilité, la substance intellectuelle que la jeunesse actuellement a besoin de gérer la chose publique. Ils n'en ont pas. Et si nous pouvons faire leur bilan en tant que gestionnaire de la chose publique pendant leur règne, mais c'est catastrophique. Prenons l'exemple de... Kabila non, a écoute, un bilan, non? Lequel? Comme ancien président. Non, mais présente un candidat. Ils ont un bilan. Non, ils n'ont pas un bilan. Ils ont un bilan dans la tuerie, ils ont un bilan dans les détournements, ils ont un bilan dans les trafics d'influence, les bilans dans les enlèvements, les bilans dans les pillages des minéraux du sol et du sous-sol, un bilan dans la guerre qui nous a laissé à l'Est, que le président Tshisekedi est en train de se battre jour et nuit pour en mettre fin. Il n'y a pas que Kabila, il y a Mukwege qui est crédible au niveau international. Non, la communauté internationale ne viendra jamais voter aux urnes. Ce sont des Congolais, des pères et des mères qui voteront leur futur président de la République. Vous comprenez? C'est-à-dire, Moukoko, il est le réparateur des femmes. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre la médecine et la politique. Ce sont des disciplines différentes. C'est-à-dire, il faut bien connaître la profondeur de la science politique et pour maintenant se démarquer de la médecine pour aller se démarquer en politique. En tout cas, ça doit prendre du temps. Ce n'est pas être quelqu'un de mieux connu dans votre secteur sur le plan international qui va faire de vous un candidat crédible au Congolais. Non. Si vous allez chez moi à Tshilundu Merode, on ne connaît pas Mukwege. Mais si vous allez à Tshilundu Merode, vous demandez, les gens connaissent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est déjà un signe. C'est avec de tels raisonnements, les gens sérieux, je dis bien les gens sérieux, ils peuvent déjà comprendre ils partent dans une bataille, ils ont déjà un échec en avance. Parce que le président Tshisekedi sera élu avec une majorité écrasante. Ça, je voulais prévenir. Vous avez déjà préparé? Non, on n'a rien préparé. On n'a rien préparé parce que le 24 décembre 2018, j'avais écrit sur ma page pour dire Kash va gagner les élections parce que les jours où Kabila a pris Chadari comme dauphin, c'est les jours où l'opposition a gagné déjà les élections. Ça a été dit. Et maintenant que je suis à la gestion de la chose publique, autorité publique au niveau de la province du Kasaï-Oriental, maîtrisant bien la configuration politique actuelle et voir aussi les tractations qui se font dans les états-majors des différents partis politiques, que j'appelle souvent aussi mallettes. Et je me dis, moi, dans un grand parti politique comme UNC, non, mais la victoire du président Tshisekedi, nous ne pouvons pas chanter. C'est déjà prévisible. Quand vous allez prendre le projet de 145 territoires, mais ça c'est un projet, c'est un bilan que nous allons présenter, que Katumbi, bien qu'il a fait tout le temps qu'il a fait comme gouverneur de la province et dans les Katanga et dans l'ancienne configuration, et si je prends le bilan de Mouzitou, Premier ministre, vous savez bien qu'il a acheté des maisons avec les trésors publics presque dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Et si nous prenons comment ils ont géré la République pendant ces temps-là, et vous allez comprendre que c'est un échec. Martin Fayulu, lui, n'a pas encore géré. Non, mais il est crédible aux yeux de la population. Non, il n'est pas crédible parce qu'il avait donné... C'est lui qui probablement va vous battre en 2023, Martin Fayulu. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Aujourd'hui, Katumbi est candidat. C'est Katumbi qui l'a soutenu en 2018, qu'il a échoué devant les candidats cash. Et aujourd'hui qu'il est seul, vous croyez qu'il va encore faire le même score qu'en 2018? J'ai dit non. Et maintenant là, tout ce qui s'est passé en train de chanter jour et nuit et danser et chercher l'impérium,
aussi longtemps sans pourtant maîtriser les rois juridiques de l'arsenal juridique de notre pays. Et il a fini par comprendre que nous devons aller aux élections. Il était le premier à aller s'enrôler. Il se prépare pour aller encore à son deuxième échec comme candidat président de la République. Écoutez, tout Congolais a la liberté de faire les choix de son candidat et de faire des choix de ses ambitions politiques. Au regard de tout ça, nous disons la victoire de l'Union sacrée n'est pas à démontrer. Il ne faut même pas prophétiser. Ça se voit à l'UNI qu'avec tout ce que nous avons fait comme bilan, parfait, et nous aurons un deuxième mandat et nous allons préparer la République démocratique du Congo à un développement réel avec la volonté qui incarne l'actuel chef de l'État. Voilà. M. Paulin Tchiba, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci d'avoir ouvert 2023 avec nous, et d'avoir répondu à nos questions. On espère que tous les projets, surtout en termes d'entrepreneuriat, que vous projetez vont se réaliser. On souhaite une bonne et heureuse année aux jeunes entrepreneurs du Kasaï oriental, aux femmes également, ainsi qu'à toute la population, à vous, à votre gouvernement. Et on vous souhaite toutes les bonnes choses aussi. En décembre 2023, ça va être chaud. On attend au Kasaï oriental le début du processus d'enrôlement. Ça sera d'ici fin janvier, dans l'espoir que la population va se faire enrôler massivement, parce que c'est le premier devoir citoyen qu'il faut accomplir pour espérer faire des bons résultats aux élections. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Ce Face à l'actualité est terminé, mesdames et messieurs. Jean-Pierre Kabongo était à sa réalisation. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.